Monsieur Yves Ferré. Madame Isabelle Lemarchand. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Madame Christelle Renaud. Excusez, représenté par Madame Isabelle Lemarchand. Monsieur Jean-François Canté. Madame Françoise Sourdin. Monsieur Silver Lecomte. Madame Guylaine Gapillon-Lauré. Monsieur Yvan Lagadec. Madame Yolène Tétard. Monsieur Florian Vinclair. Excusez, représenté par Yvan Lagadec. Madame Marie Renarc. Monsieur Vincent Louveau. Monsieur Didier Tezelet. Monsieur Christophe Moissé-Lanoé. Madame Marie-Christine Joliet. Madame Christine Lebaille-Coulanges. Madame Christelle Barbier. Monsieur Maël Coutebarge. Madame Marina Blondel. Monsieur Yves Gauthier. Madame Anne-Thérèse Goujon. Madame Sylvie Virol. Monsieur Jérôme Cornière. Madame Béatrice Valette. Monsieur Gilles Leroc. Madame Marion Loira. Monsieur Jean-Michel Philly. Madame Marie Bouteloup-Offray. Merci Madame Ricard. Donc nous allons commencer par valider le PV du 21 mars dernier. Donc il y avait une petite erreur dans la délibération 2026-03-21-027 pour la fixation du nombre des adjoints. On avait marqué que ça avait été voté à l'unanimité alors qu'il y avait 3 abstentions du groupe Ensemble pour Melesse. Pour l'approbation, qui ne prend pas part au vote, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc nous allons commencer première délibération, formation et désignation des commissions municipales. Ah oui, une secrétaire de séance. Madame Joliet. Donc, le code du CGCT, je rappelle aux membres du conseil municipal que conformément à l'article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Ces commissions municipales, composées exclusivement de conseillers municipaux, peuvent avoir un caractère permanent de la durée du mandat ou temporaire, limité à une catégorie d'affaires. Elles sont constituées dès le début du mandat. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les différentes commissions municipales devront être composées de façon à ce que soit recherché, dans le respect de principes de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète le plus fidèlement possible la composition de l'Assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent. Je vous propose de créer 7 commissions municipales permanentes. L'article L21-21 du CGCT indique qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination.
Cependant, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Donc, dans un premier temps, je vous propose de voter pour que ce scrutin n'ait pas lieu à bulletin secret. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc, ça ne sera pas un scrutin secret. Alors, les commissions... on va voter également pour que les commissions soient composées de 7 membres, dont 5 membres du groupe Me laisse un nouvel élan, un membre du groupe Me laisse notre avenir et un membre du groupe Ensemble pour Me laisse. Qui ne prend pas part au vote? Qui est... Oui. Une question. Est-ce qu'il est possible de poser une question à ce moment-ci? J'en ai d'autres à poser, mais est-ce qu'on peut déjà en poser une là? Je vous en prie. Oui, en fait, on avait posé une question concernant la possibilité de mettre en place une suppléance dans le cadre des commissions. Donc, visiblement, ce n'était pas possible, mais en fait, on s'est quand même renseigné. A priori, c'est possible. Soit ça se fait au moment justement de la mise en place des commissions, là, dans le cadre de la délibération du conseil municipal, soit ça se fait dans le cadre du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, en fait, est-ce qu'il serait possible, pour faciliter notre organisation et nos présences aux commissions, pour tout le monde, d'avoir la possibilité d'avoir une suppléance dans chaque commission? Faudra qu'on regarde dans le règlement et si c'est possible, on acceptera une suppléance. On va regarder. Pour le moment, on part comme ça. Donc, donc, il faut que les commissions soient composées de 7 membres, donc 5 membres, je le répète, du groupe Me laisse un nouvel élan, un membre du groupe Me laisse notre avenir, un membre du groupe Ensemble pour Me laisse. Qui ne prend pas part au vote, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et donc de créer cette commission, le nombre de membres afférents suivants, donc commission affaires sociales, enfance et jeunesse, commission communication, prospective et vie économique, commission finances et commandes publiques, commission voirie, infrastructures publiques, espaces verts et mobilité, citoyenneté et solidarité, commission urbanisme, commission vie associative et patrimoine. Donc de désigner les membres suivants au sein des dites commissions. Donc pour notre groupe, nous avons déjà nommé des candidats, et pour les groupes Me laisse notre avenir, Ensemble pour Me laisse, on va procéder au vote. Alors, on fait pour toutes les commissions d'un coup? Non, commission par commission. Donc, affaires scolaires, enfance et jeunesse. Donc, pour le groupe Me laisse un nouvel élan, Isabelle Lemarchand, Yvan Lagadec, Marina Blondel, Christelle Barbier et Maëlle Goudbarge. Et pour vos groupes? Non, c'est pour l'enregistrement. Madame Valette, on va y arriver. Donc, Madame Valette.
pour le groupe Ensemble pour Melesse, Madame Marion Loira. Nous avons simplement une question, Monsieur le maire. Est-ce Oui. que les comptes rendus des commissions seront adressés aux différents groupes? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui. La question de la suppléance a été posée par notre collègue de Melesse Notre Avenir. Mais nous, on s'était posé la question également en interne, et savoir parce que si en cas d'empêchement de l'un d'entre nous, s'il serait possible par communication. Oui, oui, il y a un compte rendu à l'issue de chaque commission. Et on essaiera de les produire le plus rapidement possible, donc dans les jours qui suivent, dans la semaine ou les 10 jours qui suivent. Donc on va voter, ça va être plus simple, commission par commission. Donc affaires scolaires, enfance et jeunesse. Donc je répète pas les noms. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Ensuite, pour la commission communication prospective et vie économique. Donc pour le groupe Melesse, un nouvel élan, Marc-Olivier Ferrand, Yolène Tétard, Vincent Louveau, Florian Vinclair et Marie-Christine Joliet. Pour le groupe Melesse, Notre Avenir, Madame Valette. Madame Valette. Et le groupe Ensemble pour Melesse, Madame Loira. Donc voilà, pour les membres de cette commission, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Pour la commission finances et commandes publiques, donc pour le groupe Melesse, un nouvel élan, Christelle Renaud, Florian Vinclair, Guylaine Gapillon-Laurette, Marc-Olivier Ferrand, Isabelle Lemarchand. Et pour le groupe Melesse, Notre Avenir, Madame Virol. Et le groupe Ensemble pour Melesse, Madame Magali Offray-Bouteloup. Donc pour la constitution de cette commission, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Pour la commission voirie, infrastructures publiques, espaces verts et mobilité. Donc pour le groupe Melesse, un nouvel élan, Monsieur Jean-François Cantet, Didier Tézelet, Christophe Moissé-Lanoé, Yvan Lagadec, Yves Cotier. Pour le groupe Melesse, Notre Avenir, Monsieur Cornière. Et pour le groupe Ensemble pour Melesse, Madame Magali Bouteloup-Offray. Donc pour la constitution de cette commission, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Pour la commission citoyenneté et solidarité, donc pour le groupe Melesse, un nouvel élan, Madame Françoise Sourdin, Marie-Christine Joliet, Christine Lebaille-Coulange, Anne-Thérèse Goujon et Didier Tézelet. Et pour le groupe Melesse, Notre Avenir, Madame Virol. Et le groupe Ensemble pour Melesse, Monsieur Philly. Donc pour la constitution de cette commission, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Commission urbanisme, donc pour le groupe Melesse, un nouvel élan, Sylvain Lecomte, Jean-François Cantet, Yvan Lagadec, Christophe Moisset, Florian Vinclair. Pour le groupe Melesse, Notre Avenir, Monsieur Cornière. Jérôme Cornière. Et pour le groupe Ensemble pour Melesse, Monsieur Philly. Donc pour cette commission, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et donc pour la dernière commission vie associative et patrimoine, pour le groupe Melesse, un nouvel élan,
Madame Gapillan-Laurette, Madame Marie Ronac, Yolène Tétard, Vincent Louveau et Maël Goudbarge. Pour le groupe Me laisse notre avenir, Monsieur Leroc. Et pour le groupe Ensemble pour Me laisse, Monsieur Philippe. Pour cette commission, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je vous remercie. Ensuite, deuxième délibération, constitution de la commission d'appel d'offres permanente. Excusez-moi. Oui, Madame Virol. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser le périmètre de chacune de ces délégations concernant les adjoints et donc les commissions? Et d'autre part, voilà, déjà premier point celui-ci. Je ne l'ai pas sous les yeux. Là, j'ai que les grands titres. Vous dire dans le détail, je pourrais vous le communiquer. Figurer au prochain PV? Ça pourrait figurer. On pourra vous le communiquer sans que ça soit au prochain PV, mais on pourra vous le communiquer. Et je ne sais plus, et ça sera ensuite. Voilà. Les arrêtés vont être affichés, mais on pourra vous communiquer. Oui. Du coup, est-ce que ça comprendra les rattachements de délégation aux commissions aussi? Enfin, j'imagine c'est une délégation qui est rattachée à un adjoint, ou est-ce que les délégations sont... Les conseillers délégués, pardon, excusez-moi. Alors, comment? Non, mais après, les conseillers délégués vont être rattachés à des adjoints, oui. Oui, oui, oui. Donc, deuxième délibération, constitution de la commission d'appel d'offres permanente. Donc, vu les articles du CGCT, je rappelle aux membres de la commission du conseil municipal que la CAO est chargée d'examiner les faits par les candidats à un marché public. L'intervention de la CAO n'est pas obligatoire pour sélectionner des candidats ou attribuer un marché dans le cadre d'une procédure adaptée qui concerne en général les achats de fournitures et de services des collectivités territoriales inférieurs à 216 000 € et les marchés de travaux inférieurs à 5 404 000 €. En revanche, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen qui figure en annexe du Code de la commande publique, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, la commission d'appel d'offres à caractère permanent est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par 5 membres titulaires et 5 membres suppléants de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. Peuvent participer à la commission avec voix consultative des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. L'article L21-21 du CG, qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination. Cependant, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Il est proposé aux membres du conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret
aux désignations des membres de la commission d'appel d'offres, article L21-21 du CGCT. Considérant de désigner les membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres, et ce pour la durée du mandat, le conseil municipal procède à l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort des restes, des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants de la commission d'appel d'offres permanente. L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste. Les listes peuvent comporter moins de noms qu'il y a de sièges de titulaires et suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Donc, nous avons, comme nous nommons 4 conseillers dans notre groupe, il reste une place pour un groupe de la minorité. Et dans le calcul fait, c'est le groupe Me laisse notre avenir qui aura un candidat, plus un suppléant. Donc, pour la liste du groupe Me laisse un nouvel élan, nous avons en titulaire Jean-François Canté, Sylvain Lecomte, Isabelle Lemarchand, Christophe Moissé-Lanoé, et en suppléant, Christelle Renaud, Florian Vinclair, Vincent Louveau, Didier Tézelet. Et pour la liste Me laisse notre avenir. Pour titulaire et Monsieur Leroc pour suppléant. Merci. Alors, il est donc, nous allons procéder au vote. Donc, il est proposé de créer une CAO composée de titulaires et 5 membres suppléants et de ne pas procéder au scrutin secret aux désignations des membres de cette commission municipale permanente. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Adopté. Et donc de décider que cette commission sera composée du maire, membre de droit, et de 5 membres titulaires. Jean-François Comté, Sylvain Lecomte, Isabelle Lemarchand, Christophe Moissé-Lanoé, pour le groupe Me laisse un nouvel élan, et Madame Virol, pour le groupe Me laisse notre avenir, et de 5 membres suppléants, Christelle Renaud, Florian Vinclair, Vincent Louveau, Didier Tézelet et Monsieur Leroc, alors pour le groupe Me laisse un nouvel élan, et Monsieur Leroc pour le groupe Me laisse notre avenir. D'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. De créer une CAO et de ne pas procéder au bulletin secret. Là, vous êtes abstenu. Et pour de décider de créer cette commission composée d'eux, là, vous n'êtes pas abstenu. D'accord. Bon. Très bien. Je prends le micro. En fait, ce qu'on voulait, c'était s'abstenir par rapport à la délibération elle-même, au regard du fait que notre groupe n'est pas représenté dans cette commission. Merci, madame. C'est possible d'acter le procès-verbal en ce sens. Merci beaucoup. Troisième délibération, fixation du nombre des membres. Fixation du nombre de membres au conseil d'administration du CCAS.
Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L 123-4 et suivants, je rappelle aux membres du conseil municipal que le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif qui anime l'action générale de prévention et de développement social de la commune, en liaison avec les institutions publiques et privées. Un CCAS est créé dans toutes les communes de 1500 habitants et plus. Le CCAS est dirigé par un conseil d'administration qui dispose d'une compétence générale de gestion. Dès sa constitution, le nouveau conseil municipal procède au renouvellement des membres du CCAS, du conseil d'administration du CCAS pour la durée du mandat de ce conseil. L'élection et la nomination des membres du conseil d'administration ont lieu dans les 2 mois du renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du CCAS, qui se compose comme suit. Le maire qui en est le président de droit, minimum à 4 membres élus en son sein par le conseil municipal, minimum membres nommés par le maire, les personnes qualifiées participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Parmi ces dernières doivent figurer un représentant des associations familiales, sur proposition de l'UDAF, un représentant des associations de retraités et des personnes âgées du département, un représentant des personnes handicapées du département, un représentant d'associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions. Ces 4 catégories d'associations doivent obligatoirement faire partie du conseil d'administration. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS à 12, dont 6 membres élus et 6 membres nommés. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc maintenant, l'élection des représentants. -4 et suivant, R 123-1 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'article L 237-1 du Code électoral. Vu la délibération numéro 2026 0413 du conseil municipal... Ah bah non. Ah, c'est celle qu'on vient de prendre juste avant. Relative à la fixation du nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Je rappelle aux membres du conseil municipal que le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif qui anime l'action générale de prévention et de développement social de la commune, en liaison avec les institutions publiques et privées. Il est dirigé par un conseil d'administration qui dispose d'une compétence générale de gestion et qui se compose à part égale d'un nombre de représentants du conseil municipal élus par lui-même et d'un nombre de membres nommés par le maire. Suite à la délibération susvisée, le conseil d'administration est composé comme suit. Le maire qui en est le président de droit, 6 membres élus en son sein par le conseil municipal, 6 membres nommés par le maire parmi les personnes qualifiées participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Dès sa constitution, le nouveau conseil municipal procède au renouvellement des membres du conseil d'administration du CCAS pour la durée du mandat de ce conseil. L'élection et la nomination des membres du conseil d'administration ont lieu dans les 2 mois du renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Donc je vous invite à procéder à l'élection des 6 membres du conseil municipal qui siégeront au conseil d'administration du CCAS en les élisant au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Et le vote est obligatoirement. Je précise en outre que chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats.
sur chaque liste. Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les plus grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés des sièges au quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, son nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restants à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé. Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Je rappelle que je suis président de droit du CCAS et que par conséquent, je ne peux être élu sur une liste. Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil d'administration. Les listes de candidats suivantes ont été présentées par des conseillers municipaux. Donc pour le groupe Me laisse un nouvel élan, Madame Françoise Sourdin, Monsieur Yves Gauthier, Madame Marie-Christine et Madame Marina Blondel. Et pour le groupe Me laisse notre avenir, Madame Virol. Et pour le groupe Ensemble pour Me laisse, Non. J'ai peut-être mal compris. non, un seul nom, Monsieur Philippe. Oui. Vous pouvez en marquer qu'un seul. Ou d'autres listes aussi, si vous voulez. Mais un maximum de 4. Un maximum de 4. Oui. Alors, je redis les noms. Françoise Sourdin, Yves Gauthier, Marie-Christine Joliet, Marina Blondel, Madame Virol et Monsieur Philly. Alors pour dépouiller, on peut demander à 2 personnes, Maëlle et Christelle Barbier. Si les membres d'Ensemble pour Me laisse notre avenir n'y voient pas d'inconvénient. Donc on peut peut-être nommer par liste, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc je vérifie quand même que les noms sont bons. Donc Me laisse un nouvel élan. Me laisse un nouvel élan. Me laisse un nouvel élan. Oui. Oui, je vérifie à chaque fois. Je vous le dirai si... Et je vérifie que ce sont bien les noms qu'on a annoncés. Me laisse un nouvel élan. Me laisse un nouvel élan. Me laisse un nouvel élan. Me laisse notre avenir. Me laisse notre avenir. Me laisse un nouvel élan. 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 Me laisse un nouvel élan.
me laisse un nouvel élan, me laisse notre avenir, me laisse notre avenir, me laisse un nouvel élan, ensemble pour me laisse, ensemble pour me laisse, ensemble pour me laisse, me laisse un nouvel élan, me laisse un nouvel élan, me laisse un nouvel élan, me laisse un nouvel élan. Non. Me laisse un nouvel élan, me laisse un nouvel élan, me laisse un nouvel élan, me laisse un nouvel élan. Donc, nombre de voix obtenues. Liste du groupe me laisse un nouvel élan, 22 voix et 4 sièges attribués. Liste du groupe me laisse notre avenir, 4 voix et 1 siège attribué. Et liste du groupe ensemble pour me laisse, 3 voix et 1 siège attribué. Donc, 5e délibération, indemnité de fonction au maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués, des conseillers municipaux. Vu les articles L21-20-1 et suivants du CGCT, vu le décret numéro 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, vu la circulaire numéro COTB 259-24C du 20 mai 2020 relative au rappel des mesures à prendre à la suite du renouvellement général, vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 21 mars 2026, vu la délibération du conseil municipal numéro 2026-03-21-027 en date du 21 mars 2026 fixant à 7 le nombre des adjoints au maire, vu les arrêtés municipaux portant délégation aux 7 adjoints au maire et à 8 conseillers délégués. Considérant que le conseil municipal doit, dans les 3 mois suivant son installation, prendre une délibération fixant expressément le niveau d'indemnité de ses membres, à l'exception de celle de la maire fixée automatiquement et qui est due dès ce jour de son élection. Considérant que, dans la limite des taux maximaux, le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux. Considérant que les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions du maire et adjoint au maire sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit l'indice brut 1027. Considérant que les indemnités sont déterminées en application à l'indice brut terminal de la fonction publique, un taux maximum fixé en fonction de la strate de la commune, soit pour une population de 3 500 à 9 999 habitants, un taux maximum de 58,30% pour l'indemnité de Monsieur le maire, un taux maximum de 23,32% pour les indemnités des adjoints au maire. Les indemnités allouées aux conseillers doivent s'inscrire dans l'enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints. Considérant que Monsieur le maire a demandé expressément à cette assemblée de percevoir une indemnité de fonction inférieure au barème légal, considérant que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers délégués s'élève pour la commune à 10 065,02 €, alors mensuel, il faut le rajouter, compte tenu de la valeur actuelle du point d'indice. Considérant que l'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le taux maximum de 23,32% à la double condition que
le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. L'indemnité versée à l'adjoint ne dépasse pas l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire. Il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer les taux d'indemnité versés au maire, aux 7 adjoints, au maire, aux 8 conseillers délégués et aux conseillers municipaux comme suit. Donc, indemnité au maire. Donc, le taux appliqué 49%, soit une indemnité brute mensuelle de 2014,15 €. Indemnité de la première adjointe au taux de 23,32% pour une indemnité brute de 958,57 €. Une indemnité du deuxième au septième adjoint, 19,47%, soit 800,32 € d'indemnité brute mensuelle. Indemnité des conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonction, 4,63%, soit 190,32 € d'indemnité brute mensuelle. Et une indemnité des conseillers municipaux au taux appliqué de 1% pour 41,11 €. De préciser que ces indemnités seront versées à compter de la date exécutoire, seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice et payées mensuellement. De décider les crédits nécessaires au budget communal. Et donc le tableau nominatif des indemnités de fonction est annexé à la présente délibération. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Désignation d'un représentant du conseil municipal auprès du CLIC de Lille et de Lillet. Le Centre local d'information et de coordination, CLIC, est un service social qui assure les missions d'accueil, d'information, d'orientation et de conseil auprès des personnes âgées et handicapées à tous les âges de la vie et à leur entourage. Ce service à destination du grand public et des professionnels mène régulièrement des actions de prévention, de sensibilisation et d'accompagnement de la perte d'autonomie. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, de Melesse, est régulièrement amené à orienter des personnes ou leurs familles vers le CLIC de Lille et de Lillet. Il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner Madame Marie-Christine Joliette en qualité de représentante du conseil municipal du CLIC de Lille et de Lillet, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document y afférent. Y a-t-il des questions? Nous avons en fait une question. Est-ce qu'il est prévu des indemnités pour la délibération effectivement numéro 6 et puis il y a d'autres missions qui sont prévues par la suite? Est-ce qu'il y a des indemnités qui sont prévues également pour ces missions? Non. Non, non. Qui s'abstient? Qui est contre? Ok, à l'unanimité. Délibération numéro 7, désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Vu le code électoral et notamment l'article L19. Dans chaque commune, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables et s'assure de la régularité de la liste électorale. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de 6 ans. Et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal, article R7 du Code électoral. Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission. Cette commission doit se réunir au moins une fois par an. Dans les communes de 1000 habitants et plus, la composition de la commission dépend du nombre de listes élues lors du dernier renouvellement et de l'ordre du tableau. Les conseillers doivent être volontaires.
Dans les communes dans lesquelles 3 listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée, article L19 du Code électoral, de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. 2 conseillers municipaux appartenant respectivement à la 2e et à la 3e liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. Il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner les membres du conseil municipal suivant pour constituer la commission du contrôle des listes électorales. Alors, pour le groupe Ensemble pour Melesse, nous proposons Ensemble pour Melesse, Melesse un nouvel élan. Je lis en même temps. Yves Gauthier, Christine Lebaille et Christophe Moisset. Pour le groupe Melesse Notre Avenir, Sylvie Gérol. Et pour le groupe Ensemble pour Melesse, Madame Marion Loira. Y a-t-il éventuellement des questions? Non. Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Bon, tout le monde est pour. Adopté. Désignation d'un représentant communal au syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine, dit SDE 35. Vu le Code général des collectivités territoriales, CGCT, et notamment l'article L 2122-25, vu l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2009 relatif à la création du syndicat départemental d'énergie 35, structure organisatrice de la distribution publique d'électricité en Ille-et-Vilaine. Considérant le rôle du représentant communal, considérant qu'il convient de désigner un ou une représentante de la commune auprès du SDE 35 qui participera à l'élection des délégués syndicaux en début de mandat et qui sera ensuite le référent pour les affaires communales relatives au SDE 35 pour la durée du mandat. Le SDE 35 est un syndicat intercommunal départemental composé des communes, des EPCI et de la métropole de Rennes, dont l'activité est exclusivement consacrée aux enjeux énergétiques. Il œuvre au quotidien pour rendre possible les projets des élus locaux qui contribuent à la transition énergétique de l'Ille-et-Vilaine. Sobriété, efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables. Il regroupe depuis le 1er mars 2010 les 332 communes du département. Le SDE 35 est l'autorité organisatrice du service public de l'électricité en Ille-et-Vilaine, propriétaire du réseau de distribution de l'électricité dont l'exploitation est confiée à Enedis au travers d'un contrat de concession. Le SDE 35 assure la compétence éclairage public pour 236 communes du département. Le SDE 35 accompagne les communes et EPCI dans leur trajectoire de sobriété énergétique grâce aux services suivants. Pilotage du groupement d'achat d'électricité et de gaz à l'échelle du département. Le CEREN 35, accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Par ENR 35, association créée pour faciliter le développement des boucles d'autoconsommation collective. Le SDE 35 intervient sur la mobilité décarbonée. Il pilote le schéma départemental d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Il gère le réseau des bornes électriques BEA Ouest Charge. Il porte les appels à manifestation d'intérêt permettant de massifier l'offre privée aux bornes de recharge. Le SDE 35 contribue au développement des énergies renouvelables, en portant la compétence réseau des chaleurs pour les communes qui le souhaitent, en accompagnant les territoires dans l'élaboration de leur plan climat, au travers de la SEM Énergie 4 dont il est actionnaire. Gouvernance. Le SDE 35 est administré par un comité syndical composé de délégués élus qui participeront aux instances, bureaux, commissions, comités syndicaux. Une partie des délégués est issue des communes.
L'autre partie est directement nommée par les EPCI. Les délégués du comité syndical issus des communes sont élus au début du mandat par les représentants communaux réunis par collège géographique répartis par pays. Dans chaque commune, le représentant communal est désigné par délibération du conseil municipal. Il participe à l'élection des délégués syndicaux en début de mandat, à l'accès aux formations, aux rencontres thématiques ou territoriales organisées par le SDE 35. Il n'a pas de rôle décisionnel au sein de la gouvernance du SDE 35, mais il est le référent des affaires liées au SDE 35 pour la commune. Il sera donc en lien régulier avec le SDE 35 au cours du mandat. Il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner un représentant communal auprès du SDE 35 pour le mandat à venir. Il s'agit de M. Yvan Lagadec que nous présentons ce soir. Y a-t-il des questions? C'est bon, oui, ça me fonctionne. Nous aimerions savoir ce que vous allez porter comme orientation au sein du SDE 35, s'il vous plaît. C'est en cours d'élaboration. On est en train de prendre les affaires en cours, les unes après les autres. Donc, on va y travailler au sein des commissions. On tâchera de reposer la question d'ici quelques semaines. C'est noté. Au-delà des questions, qui est pour, qui est contre, qui est contre, qui s'abstient? 3 voix contre. Et s'abstiennent. Abstention. Monsieur Lagadec est donc élu. Désigné. Et on continue. Désignation des représentants au sein de la conférence d'entente pour le fonctionnement d'un service mutualisé informatique. Vu le CGCT et tous les articles qui en découlent, je rappelle aux membres du conseil municipal que les communes de Melesse, Montreuil-le-Gam, Moisé, Saint-Aubin-d'Aubigné et Vignoc ont souhaité s'associer afin de créer et gérer un poste mutualisé informatique. L'ensemble des questions d'intérêt commun relatives à cette convention sont débattues au sein d'une conférence pour laquelle il faut élire des représentants dans chacune des communes, conformément au CGCT. La conférence est composée de 2 représentants par commune, désignés par chaque conseil municipal en son sein. Conformément à l'article L2121-21 du CGCT, la désignation a lieu par bulletin secret. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour ces nominations. La durée du mandat de ces représentants est liée à leur mandat de conseiller municipal. Aucune indemnité de fonction n'est versée par l'entente dans le cadre de ce mandat de représentation. Chaque conseil municipal pourvoit à la vacance de ses représentants dans un délai de 3 mois à compter de la vacance. Lors de la première séance d'installation, la conférence élit son président et un vice-président parmi ses membres, selon les modalités prévues au CGCT pour l'élection du maire. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président est présidée par le plus âgé des membres de la conférence. Pour la première séance d'installation et à la suite de chaque renouvellement général des conseils municipaux, la conférence est convoquée par le maire de Melesse. La conférence tient ses séances alternativement dans les 5 communes. La conférence se réunit au moins une fois par semestre. Elle est convoquée par son président à son initiative ou sur la demande d'au moins la moitié de ses membres. Elle est également convoquée sur demande du conseil municipal de l'une des communes membres de l'entente. La présence d'au moins un représentant de chaque commune signataire de l'entente est requise lors de la tenue des réunions de la conférence. Le secrétariat de la conférence est assuré de façon tournante par les 5 communes. Outre les dispositions présentées, les règles applicables au fonctionnement de la conférence et à la tenue de ces réunions sont celles prévues pour la tenue des séances du conseil municipal d'une commune de moins de 3500 habitants, figurant notamment aux articles L2121-7 et suivants du CGCT.
La conférence ne dispose pas de pouvoir décisionnel, elle est une instance de discussion et de proposition. Elle adopte toute proposition de décision par délibération à l'issue d'un vote de ses membres. Chaque année, le calendrier des délibérations de la conférence sera adopté en fonction des dates de délibération des conseils municipaux. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret pour les désignations des membres de cette convention d'entente, qui nécessite un titulaire et un suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. De désigner les représentants de la commune au sein de la conférence de l'entente pour le fonctionnement d'un service mutualisé informatique. Alors, pour expliquer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, nous avons un agent informatique qui circule sur 5 communes. Hein, donc, on le voit au quotidien, c'est une aide précieuse. Donc, en titulaire, nous avons Monsieur Marc-Olivier Ferrand et en suppléant Monsieur Vincent Louveau. Et de m'autoriser ou mon représentant à signer tout document y afférent. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Adopté. Désignation des représentants au sein de la conférence d'entente pour le fonctionnement d'un service information jeunesse SIG multicommunal. Vu la délibération numéro 2025-12-17-157 du conseil municipal en date du 17 décembre 2025 relative à la participation de la commune de Melesse au service information jeunesse. Par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2025, la commune de Melesse a approuvé sa participation au service information jeunesse multicommunal associant les communes de La Mézière, Vignoc, Melesse, Gévezé et la Chapelle des Fougerets, ainsi que la convention d'entente en organisant la gouvernance. Cette entente permet de proposer une offre d'information jeunesse cohérente, accessible et adaptée aux besoins des jeunes du territoire, en lien avec la démarche de labellisation en cours. Suite au renouvellement du conseil municipal issu des élections municipales, il convient de procéder à la désignation des représentants de la commune au sein de la conférence de l'entente. Il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder à la désignation au scrutin secret des 3 représentants de la commune de Melesse au sein de la conférence d'entente, de désigner les représentants de la commune au sein de la conférence de l'entente du SIG multicommunal comme suit. Titulaire: Madame Isabelle Lemarchand, Madame Marina Blondel. Suppléante: Madame Christelle Barbier. Il est autorisé Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document y afférent. Donc, on va vous faire parvenir les enveloppes et les bulletins. Donc, pour faire la différence entre titulaire et suppléant, il faut mettre les 3 dans l'ordre. Donc, il y a Madame Lemarchand, Madame Blondel et en 3e position suppléante, Christelle Barbier.
Maëlle et Christelle. Merci. Ah, donc, me laisse un nouvel élan. Donc, je vérifie l'ordre, hein, c'est bon. Le Marchand, Blondel, Barbier. Me laisse un nouvel élan. 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 Un bulletin blanc. Me laisse un nouvel élan. Un bulletin blanc. Me laisse un nouvel élan. Un bulletin blanc. Un bulletin blanc. Me laisse un nouvel élan. 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 Donc là, c'est me laisse un nouvel élan, mais il y a une inversion. Le Marchand, Barbier, Blondel. Ça fait une voix pour en titulaire et une voix pour Marina Blondel en suppléante, mais bon, ça va pas. Un bulletin blanc. Un bulletin blanc. Et un bulletin blanc. Donc nous avons 7 bulletins blancs, 21 bulletins l'ordre Isabelle Lemarchand, Marina Blondel et Christelle Barbier. Et dans l'ordre Madame Lemarchand, Madame Barbier et Madame Blondel. Donc sont élus en titulaire Madame Lemarchand et Madame Blondel et en suppléante Madame Barbier. Donc je reprends la délibération. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder donc à la désignation au bulletin secret, c'est fait. De désigner les représentants de la commune, c'est fait. Et donc de m'autoriser ou mon représentant à signer tout document y afférent. Qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci. Oui, pardon. Oui, Madame Virol. Il faut un petit temps de latence. Je voudrais juste préciser qu'effectivement, cette instance a été mise en place sous la municipalité précédente et que c'était une dimension auquel nous étions extrêmement attentifs.
Donc je voulais juste préciser cet élément-là, puisque pour nous, effectivement, ces dimensions-là, à la fois, comment dirais-je, jeunesse et intercommunale, sont extrêmement importantes. Voilà, je voulais juste le souligner. Je vous rejoins. Merci. Délibération numéro 11, ressources humaines, désignation des membres délégués au Comité national d'action sociale, le CNAS. Vu le CGCT, vu le Code général de la fonction publique et notamment les articles L731-1 et L731-4 relatifs à l'action sociale des agents territoriaux, je vous informe que la collectivité adhère depuis 2018 au CNAS, organisme de portée nationale qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. Les conditions d'adhésion au CNAS nécessitent la désignation de 2 délégués de la collectivité, un élu, un agent, pour les 6 années à venir, dont le rôle est de participer à la vie des instances du CNAS et de relayer l'information. Par ailleurs, si les agents en activité sont de droit bénéficiaires du CNAS, moyennant une participation annuelle de la collectivité, les agents retraités n'y sont pas automatiquement rattachés. Il appartient au conseil municipal de décider ce rattachement. À défaut, les agents actuellement retraités ainsi que les futurs retraités ne peuvent bénéficier des prestations du CNAS. Monsieur le maire propose de donner la possibilité aux agents de bénéficier des prestations CNAS pendant les 2 années qui suivent l'année où ils font valoir leur droit à la retraite. Le principe d'adhésion serait le suivant. La collectivité propose la prise en charge à hauteur de 60% de la cotisation annuelle, 40% restant à la charge du retraité. Il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner M. Florian Vinclair, conseiller délégué aux subventions, achats et ressources humaines, en qualité de délégué élu pour représenter la commune, de m'autoriser à désigner un délégué agent parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAS, notamment pour représenter la collectivité au sein du CNAS, au sein du service ressources humaines, de m'autoriser à permettre aux agents de la commune intéressés par le CNAS de bénéficier des prestations de cet organisme pendant les 2 années qui suivent l'année où ils font valoir leur droit à la retraite, et de m'autoriser à fixer la participation financière de la ville de Melesse à hauteur de 60% du montant annuel de la cotisation retraitée et 40% restant à la charge du retraité. Y a-t-il des questions? Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Avancement de grade. Vu le CGCT, vu le Code général de la fonction publique, vu le tableau des emplois, je vous informe que conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des emplois afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour l'année 2026. Cette modification préalable à la nomination entraîne la suppression de l'emploi d'origine et la création de l'emploi correspondant au grade d'avancement. Donc, je vous propose les suppressions et créations suivantes. Donc, vous avez le tableau. Il est derrière également. Donc, je vous propose de modifier le tableau des emplois en conséquence, de m'autoriser ou mon représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au budget. Y a-t-il des questions? Madame Virol. Je vous avais dit que je vous poserais la question, je vais vous la poser. Est-ce que vous pouvez expliquer précisément à l'ensemble du conseil
comment sont gérées les ressources humaines au sein d'une collectivité en matière de création, de progression dans l'emploi et de fermeture d'un poste, s'il vous plaît. Alors je pensais que c'était, quand j'ai reçu la question écrite, je me suis dit la question écrite est mal formulée. Mais donc j'avais pas compris ça quand on s'était rencontrés. Donc j'avais préparé quelque chose effectivement à ce sujet. Alors pour les ouvertures de postes, le CGCT prévoit que les emplois de la ville sont créés par le conseil municipal. Il appartient au conseil municipal de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l'Assemblée délibérante. Donc un poste est ouvert lorsque la collectivité décide qu'un besoin existe et qu'il doit être pourvu. Cela peut se produire dans plusieurs cas. Création d'un nouveau poste, par exemple pour un besoin d'un nouvel agent pour répondre à une charge de travail croissante ou une réorganisation. La transformation d'un poste existant change de grade ou de catégorie, ou lorsqu'il y a une vacance de poste à pourvoir pour un départ à la retraite, une démission, une mutation d'un agent. La procédure est la suivante. L'autorité territoriale décide de créer ou transférer le poste. La décision est formalisée par délibération du conseil municipal. Le poste est intégré des effectifs et les crédits budgétaires nécessaires sont inscrits au budget. La délibération doit préciser la nature de l'emploi, le grade ou les grades correspondant à l'emploi créé, la durée hebdomadaire de travail et la date de création. Si l'emploi peut être occupé par un contractuel, il faut également préciser le motif du recrutement, la nature des fonctions, la catégorie hiérarchique A, B ou C, la rémunération. La délibération portant création d'emploi doit ensuite être publiée et transmise au contrôle de légalité. Pour les fermetures de postes, un poste se ferme lorsqu'il n'est plus nécessaire, par exemple suppression de postes pour raisons budgétaires, fusion ou réorganisation de services, transformation en poste d'un autre grade, ce qui implique une fermeture du grade initial, modification de la durée hebdomadaire d'un poste, donc c'est assimilé à la suppression de poste et à la création d'un nouveau poste. La procédure est alors la suivante. L'autorité territoriale décide de la suppression du poste. Pour les postes occupés par un agent titulaire de 17h30 ou plus, le comité social territorial, le CST de la ville, est saisi sur la base d'un rapport présenté par la collectivité pour rendre un avis préalable. Le rapport détaille les motifs de la suppression et les conséquences sur l'organisation de la collectivité. La décision est formalisée par délibération du conseil municipal. Le poste est retiré du tableau des effectifs. Si le poste était occupé, l'agent est généralement reclassé sur un autre poste par voie de mobilité interne. Voilà, je vous remercie. On va passer au vote. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de modifier le tableau des emplois en conséquence, de m'autoriser ou mon représentant signer tout document relatif à ce dossier. Je crois que je l'ai déjà dit, mais qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, adopté. Je vous remercie. Donc voilà, nous avons fait toutes les délibérations. Après, il y a des diverses décisions liées, décisions de non-préemption liées au DIA. Et il n'y a pas d'autres décisions depuis le dernier conseil. Oui, Madame Virol, je vous laisse la parole.
excusez-moi, je vais avoir du mal. Donc, effectivement, nous vous avons fait parvenir 3 questions écrites. Comment souhaitez-vous procéder? Est-ce que vous souhaitez... On va question par question, ça va être aussi simple. Lors de la fin du mandat précédent, Monsieur le maire avait eu la confirmation d'une réouverture possible de la poste début avril. Des difficultés de recrutement étaient alors avancées. Pouvez-vous nous communiquer des informations sur la suite qui a pu être donnée par vos soins depuis et sur une éventuelle réouverture de ce service précieux pour chacun et chacune d'entre nous? Donc j'ai eu récemment le responsable du secteur de la Poste qui gère les agences de Passé, Saint-Grégoire, Béton et Melesse. Les agences de Passé et Saint-Grégoire sont restées ouvertes, enfin n'ont pas eu de problème de fermeture, hein. Ils ont plutôt concentré les agents sur ces agences-là, parce que je crois qu'il y a une histoire de code de la route qui se passe maintenant dans les agences, ou c'est ça, hein. Et donc ils étaient obligés de laisser les agences ouvertes. Une campagne de recrutement. Ouais. Oui. C'est un centre de passage de code. C'est pas eux qui le font passer, mais c'est un centre de passage de code. Il peut y avoir des boulangeries aussi. À Melesse, ça va être dur. Devient un lieu de passage de code, ils vont réouvrir l'agence. Non, alors il faut que la Poste le décide aussi. Non, mais c'est pour ça qu'elles sont restées ouvertes. Donc une campagne de recrutement a lieu au sein de la Poste, hein. Cela a permis de rouvrir l'agence de béton, qui est rouverte depuis quelques jours. Et une personne devait venir sur Melesse dans une dizaine de jours, mais a priori, donc avec toutes les qualifications, elle était tutélaire, mais a priori, elle est en arrêt maladie. Pour 1 mois à peu près. Donc, le responsable du secteur espère faire une réouverture vers la mi-mai, mais voilà, on n'a aucune certitude. Hein. Non, ça veut dire que pour l'instant, en fait, c'est ça aussi qui est important pour nous. Ça veut dire que, enfin, pour nous tous, hein, c'est pas que nous, hein, pour tout le monde, ça veut dire que pour l'instant, la Poste n'a pas le projet de fermer. Elle est plutôt dans le projet de poursuivre. Ah, la Poste est dans le projet de poursuivre son activité sur Melesse, oui. Mais voilà, va falloir attendre encore un petit peu. C'est que les problèmes de recrutement, mais... Non, il m'a pas... Enfin, je pense qu'il ne me l'aurait pas dit de toute manière, mais il n'a pas parlé de fermeture. Bon, parfois, il y a des choses qui se disent sans se dire. Non, mais j'ai eu un entretien téléphonique avec lui récemment et dans le cadre de la nouvelle mandature, je vais être amené à le voir assez rapidement. Je vous tiendrai informé. Question 2. Comme vous, sans doute, les habitants ont été surpris d'apprendre la fermeture de l'une des boulangeries de notre commune. Depuis cette annonce, avez-vous pu avoir des informations sur les suites qui seront données à cette situation et en particulier sur une possible réouverture de cette boutique? Sachant qu'effectivement, ça n'est pas la mairie qui a la main sur la dimension économique, hein, on est bien d'accord là-dessus, et sur l'ouverture ou la fermeture, mais est-ce que néanmoins vous avez pu avoir des informations, donner des perspectives éventuelles? Alors effectivement, on a été informé dès le jeudi matin de la fermeture de cette boulangerie, donc j'ai contacté directement les vendeurs. D'après eux, ils ont un acheteur qui reprendra l'activité. Le temps que ça se fasse, parce que c'est un délai administratif, c'est assez long. On espère peut-être début d'été, mais plus vraisemblablement pour la rentrée. On ouvre difficilement un commerce au moment de l'été. Néanmoins, pendant ce temps-là, j'ai échangé avec la communauté de communes qui a la compétence économique pour voir avec eux ce qu'on pouvait faire. J'ai échangé également avec la Chambre des métiers d'artisanat
et avec Monsieur Monnier, qui est le créateur du Fournil de la Grange, mais qui est également le président de la Fédération des artisans boulangers d'Ille-et-Vilaine, pour voir ce que l'on pouvait faire. Donc pour l'instant, les discussions sont en cours. Bien évidemment, on vous tiendra informé des suites à donner le plus rapidement possible pour éviter qu'on n'ait qu'une seule boulangerie sur Melesse, parce que là aussi, on a un vrai besoin sur notre commune. Et je voudrais juste rajouter un élément, c'est que pour ceux qui auraient posé la question par rapport à Montreux-le-Gard, puisque c'était les mêmes dirigeants, Montreux-le-Gard a déjà rouvert, mais la situation est totalement différente, puisqu'à Montreux-le-Gard, il y avait un autre fournil qui avait été victime d'un incendie en 2013. La commune avait racheté les murs à l'époque, et donc aujourd'hui, ça a permis à un artisan de reprendre le fond. Mais par contre, il ne fait que du pain bio. Il n'y a pas de pâtisserie, il n'y a rien d'autre que du pain bio. Mais en tout cas, ils ont pu rouvrir là, début avril. Beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est des informations, je pense, qui intéressent vraiment tout le monde, en fait. Ensuite, dernière question. Là, donc, on a parlé tout à l'heure de la gestion du personnel à travers l'avancement des grades et la fermeture ou clôture de postes. Donc, ça nous paraîtrait utile, si ça vous paraît possible, de pouvoir que l'organigramme de l'ensemble de la mairie, enfin des personnels municipaux et des services municipaux puisse être communiqué à l'ensemble des élus, ou en tout cas qu'on puisse avoir accès à ce document qui est, voilà, ça me paraît important. C'est un organigramme que vous aviez déjà mis en place pendant la mandature. Donc, effectivement, on va le réactualiser au fur et à mesure. Il y a le nouveau directeur des services techniques qui est arrivé, là. Il y a mercredi dernier. 1er avril, non, ça fait déjà 10 jours. Donc, oui, on va remettre l'organigramme à jour. Mais bon, là, faut nous laisser un petit peu de temps. Non, mais il est normal que tous les conseillers municipaux aient l'organigramme de la commune. Pas de souci, je vous en prie. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette séance. Donc je clôt la séance. Je vous remercie.